Bienvenue à tous à notre webinaire du jour sur le thème du mariage, du divorce, de la séparation, de la retraite et du trust, c'est-à-dire toutes les questions, toutes les problématiques familiales dans le cadre d'une expatriation dans les États de New York, du Massachusetts, de la Californie et de Washington. Je vous présente ma collaboratrice Marie-Lou Viou, qui intervient avec moi dans les dossiers de droit international. Et donc, je suis Céline Richard et nous sommes toutes les deux avocates au sein du cabinet Familins. Notre objectif aujourd'hui va être d'appréhender les questions phares de nos expatriés ou futurs expatriés américains, dont les enjeux ne sont pas toujours anticipés avant l'expatriation et sont découverts souvent, malheureusement, au moment où surviennent les problèmes. Notre sommaire sera donc dans une première partie le contrat de mariage, outil de sécurisation dans un contexte international. Ensuite, nous passerons à la question des divorces des expatriés qui sont aux États-Unis. Et dans une dernière partie beaucoup plus réduite, nous aborderons les questions de la retraite et du trust en cas de divorce. Alors d'abord, notre première partie relative au contrat de mariage. Le contrat de mariage est un outil de sécurisation totalement indispensable dans un contexte international. Il permet aux futurs époux, avant la célébration de leur union, le plus souvent, mais on va voir que ça peut aussi intervenir en cours d'union, ça permet aux futurs époux de choisir un régime matrimonial. Alors, j'ai pour coutume d'assimiler le contrat de mariage et les discussions qui ont lieu en amont pour finaliser un contrat de mariage à une sorte de préparation religieuse que l'on fait en vue d'un mariage devant un prêtre. C'est-à-dire que ce moment de discussion et d'échange dont le but est d'élaborer un contrat de mariage permet aux futurs époux de se dire mais oui, quelle va être en fait notre organisation financière, le budget, qui va avoir des revenus, qui n'en aura pas, comment on voit la gestion financière de la famille. Donc de poser toutes ces questions matérielles fondamentales qui vont favoriser une organisation équilibrée du couple sur un plan matériel. Alors, d'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un régime matrimonial? Le régime matrimonial, il régit les relations patrimoniales des époux pendant le mariage. Donc, la question de votre régime matrimonial, c'est de savoir comment on va répartir les biens entre époux, quels vont être les pouvoirs des époux sur leurs biens, quels sont les droits des créanciers sur les biens des époux, par exemple, quels biens les créanciers vont saisir en cas de dette. C'est également répondre à la question quid sur la poursuite des créanciers sur les époux et également de savoir quel époux va supporter la charge finale d'une dette en cas de divorce. Donc, l'établissement du contrat de mariage va permettre de trouver un régime qui va être le plus adapté à la fois à l'âge des époux, à leurs activités professionnelles, à la consistance de leur patrimoine et plus généralement pouvoir prévoir l'organisation sur leur vie de couple. Il est clair que pour être optimal, un contrat doit être fait sur mesure par rapport à la situation du couple. On ne va pas conseiller de la même façon deux jeunes qui rentrent dans la vie active et qui n'ont pas du tout de patrimoine propre et qui ont des carrières tout à fait particulières. L'un peut être chef d'entreprise et engager beaucoup de risques et l'autre être fonctionnaire. Et on ne va pas les conseiller de la même façon qu'un couple, par exemple, qui se marie, par exemple, pour la seconde fois, avec des époux qui ont déjà un patrimoine propre et des carrières bien installées. Les besoins sont différents. Donc, l'idée, c'est vraiment un gain de prévisibilité. Pour être rapide sur nos explications par rapport au régime matrimonial en France, je pense que tout le monde sait que sans contrat de mariage en France, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquets. C'est assez simple. Tout le patrimoine propre des époux avant le mariage demeure des propres et ce qui est acquis par succession ou donation pendant le mariage reste aussi propre. Mais également, et ça c'est une particularité, attention aux revenus et biens issus de biens propres pendant le mariage, ils vont tomber dans la communauté. Par exemple, vous avez un appartement qui vous appartient en propre avant le mariage et dont vous percevez des loyers pendant le mariage, ces loyers tombent dans la communauté. Au moment du divorce, l'ensemble du patrimoine commun des époux va être réparti par moitié, exception faite d'éventuels comptes entre époux. Donc ça, c'est le régime qui s'applique si les époux décident de ne pas anticiper et de ne pas avoir de contrat de mariage.
Ensuite, si au contraire, ils font le choix d'avoir un contrat de mariage, il y a différents types de contrats en France. Le régime de la communauté universelle, où tous les biens des époux sont communs, peu importe qu'ils aient été acquis avant le mariage par donation ou par succession. Ensuite, le régime de la séparation de biens, où rien n'est mis en commun, sauf si les époux décident de créer une SCI ou d'acheter des biens en indivision. Mais le principe, c'est que chacun va conserver ses revenus et ses biens acquis. Et enfin, le régime de la participation aux acquets, qui est un régime hybride situé entre la séparation de biens et la communauté et qui est relativement peu connu en France. Alors, dans l'État, aux États-Unis, le système fédéral veut que chaque État ait son propre régime matrimonial. D'abord, dans l'État de New York, on va considérer que le mariage est assimilé à une sorte de partenariat économique. Dans cet État, on est plus sur un régime de séparation de biens français. Le contrat de mariage s'appelle un prenup et le régime légal est celui de la Common Law Property Regime. Alors, excusez mon anglais, mais je le dis à la française. Chaque époux va être propriétaire des biens et des revenus acquis en son nom pendant le mariage et chaque époux va gérer ses biens librement. Donc, on est plutôt sur une séparation de biens et c'est ce que nous dit la Domestic Relations Law, section 50. Je vous lis un petit extrait pour que vous en ayez une idée. Les biens acquis avant ou pendant le mariage, les biens et revenus, les fruits des biens propres demeurent la propriété exclusive de la femme mariée. Cela signifie que ces biens propres ne pourront être gérés par son mari et celui-ci ne sera donc pas responsable de ses dettes. Alors, bien évidemment, cette section de la loi new-yorkaise s'applique également de la même façon pour l'époux. Donc, ça signifie qu'au moment du divorce, on va partager tout ce qui est indivision, c'est-à-dire tous les biens que les deux époux auront acquis durant le mariage. Donc, il faudra bien garder les titres qui mentionnent que les époux l'ont acheté conjointement, par exemple, un bien immobilier. Et on va également répertorier les biens propres pour pouvoir donner à chacun les biens qui lui appartenaient avant le mariage ou qu'il a acquis par donation durant le mariage. Alors, le plus simple, c'est vrai, dans tous les cas, pour éviter tout litige, c'est que chacun des époux ait répertorié ses assets au moment de l'union pour qu'il n'y ait pas ensuite de difficultés d'interprétation sur cette liste de biens propres. En ce qui concerne la liquidation de ce régime, les juges américains vont liquider ce qu'on appelle en équité, c'est-à-dire qu'ils vont réunir fictivement tous les biens qui ont été acquis à deux, donc sur la partie indivision, et ils vont se permettre ce qu'on ne fait pas exactement de la même façon en France, mais une répartition en équité. C'est-à-dire que les juges vont avoir une liberté d'appréciation pour décider de la répartition qu'ils vont faire du patrimoine individu des époux, donc ce ne sera pas forcément une répartition à 50-50, et en fonction de différents critères comme la durée du mariage, l'âge des époux, l'état de santé de chacun, les propriétés que par ailleurs chaque époux a, la perte d'un héritage, des situations financières futures ou le temps que l'un des époux aura consacré à l'éducation des enfants, eh bien, le juge américain va déplacer le curseur pour répartir l'indivision entre les époux. Donc, si vous résidez aux États-Unis, dans l'État de New York, et que vous n'avez pas fixé votre régime matrimonial, les choses vont se passer de la façon dont je viens de vous donner les détails. En revanche, il est tout à fait possible de prendre aux États-Unis un prenuptial agreement ou alors en France un contrat de mariage international pour pouvoir organiser différemment les règles de la liquidation. Dans l'État du Massachusetts, je serai assez brève parce que les juges font exactement la même application d'une equitable distribution des biens qui ont été acquis par les deux époux pendant le mariage. Ensuite, sur les deux États que l'on examine encore aujourd'hui, sur l'État de la Californie et l'État de Washington, on est sur des règles qui s'assimilent plus à celles d'une communauté réduite aux acquets. C'est ce que prévoit en Californie le code de la famille, qui prévoit qu'à défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial qui s'applique est celui de la community property. C'est-à-dire que tous les biens immobiliers et mobiliers acquis au cours du mariage vont être communs.
on définit les biens propres comme les biens acquis par un époux avant le mariage ou ceux par un époux pendant le mariage par donation ou legs dans le cadre d'un testament ou par décès. Et également, et c'est là la différence avec le droit français, attention, les rentes et profits d'une propriété propre. Aux États-Unis, un bien propre acquis avant le mariage dans l'État de Californie et qui génère des revenus fonciers, vont rester des revenus propres et pas des revenus communs, comme c'est le cas en France. Donc, au moment du divorce, pour pouvoir partager et liquider, on va devoir examiner le patrimoine propre d'un côté et de l'autre côté, les biens communs. Donc, c'est tout à fait toujours le même système pour arriver à la liquidation du régime qui s'apparente à une communauté. Là encore, les époux pourront faire un contrat de mariage en amont s'ils ne veulent pas tomber sous le régime légal de l'État de Californie et prévoir d'autres dispositions, étant précisé qu'on constate que très très régulièrement, aux États-Unis, la liberté conventionnelle est beaucoup plus grande qu'en France, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des contrats qui sont plus que sur mesure. On rentre dans un détail qui est beaucoup plus précis que les contrats français et souvent ce sont des contrats qui sont très très longs en termes et très denses. Donc, on peut, à l'américaine, envisager les conséquences même d'un adultère qui entraînerait des conséquences financières, prévoir des dispositions de donation en fonction de l'âge des époux, enfin, tout un tas de mesures qu'un avocat français en droit de la famille ne pourrait difficilement conseiller à ses clients français ou expatriés. Enfin, dans l'État de Washington, on est également sur un régime matrimonial qui s'apparente à une communauté de biens. Donc, c'est quasiment les mêmes règles, donc je ne vais pas vous les énoncer. Simplement, peut-être une précision, c'est qu'au moment de la liquidation, bien que l'on soit dans un état de community property, le juge va quand même diviser la communauté de manière juste et équitable. C'est-à-dire que le juge va prendre en considération, comme à New York, comme dans l'État de New York, un ensemble de facteurs subjectifs comme l'implication d'un des époux dans la famille et l'éducation des enfants, la durée du mariage et tout un nombre de critères qui vont pouvoir permettre au juge de déplacer son curseur sur le partage. Ne pas oublier également que le droit aux États-Unis est extrêmement jurisprudentiel. Donc, dès que vous avez un litige ou un contrat ou vous prévoyez éventuellement une séparation, un divorce, il faut vraiment, quoi qu'il en soit, prendre contact avec un spécialiste local qui pourra vous faire part de la jurisprudence de cet État. Je vais ensuite passer la parole à Marie-Lou qui va nous expliquer pourquoi il est indispensable de bien maîtriser son régime matrimonial dans un contexte international. Alors oui, en effet, merci Céline. Au cours d'un mariage, il y a différents facteurs imprévisibles qui peuvent générer une insécurité juridique. Donc, on a des époux qui peuvent changer de nationalité, de domicile ou acquérir des biens dans différents pays. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus de familles qui s'expatrient et on a des conséquences juridiques qui ont lieu suite à ces changements de domicile ou d'acquisition de biens qu'il faut à tout prix anticiper. Par exemple, on va vous donner un exemple très concret, c'est que la conclusion d'un contrat de mariage permet de figer son régime matrimonial. On a le cas qui concerne les couples qui sont mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019. Donc, ça concerne quand même beaucoup de mariages. On a ce qu'on appelle la mutabilité automatique. C'est-à-dire qu'en fonction de vos pays de résidence, votre régime matrimonial peut évoluer. Donc, au début, nous, ce qu'on fait toujours avec Céline, c'est de demander dans quel pays vous avez habité, combien de temps pour refaire tout cet historique de votre expatriation pour savoir si votre régime matrimonial a pu changer. Par exemple, pour ces couples-là, si par exemple vous êtes marié, vous habitiez en France, vous êtes marié en France et vous êtes expatrié aux États-Unis, que vous êtes aux États-Unis depuis moins de 10 ans, votre régime matrimonial, si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, reste le régime matrimonial légal français. En revanche, si ça fait depuis plus de 10 ans que vous êtes installé aux États-Unis,
vous serez soumis au régime matrimonial français entre votre mariage et jusqu'aux 10 premières années où vous avez été aux États-Unis. Et au bout de la 10e année, vous attrapez, entre guillemets, le régime matrimonial de l'État dans lequel vous résidez. Donc, ça a quand même de conséquences importantes. On a les mêmes situations si, par exemple, vous déménagez, vous êtes marié en France, vous habitiez en France, vous déménagez aux États-Unis et vous acquérez la nationalité américaine. Même si vous êtes aux États-Unis depuis 2 ans, vous changez automatiquement aussi de régime matrimonial. L'intérêt vraiment de faire un contrat de mariage pour éviter tout ce qu'on appelle cette mutabilité automatique. Ce raisonnement est similaire pour tous les pays, c'est-à-dire que si vous étiez en France, que vous partez ensuite en Italie 10 ans, que vous repartez aux États-Unis pendant 5 ans, vous acquérez la nationalité américaine, ça veut dire que vous aurez une première partie régime français, ensuite vous aurez le régime italien parce que vous y avez été un peu plus de 10 ans, et ensuite le régime américain. C'est pour ça que c'est très important dans ces cas-là de conclure un contrat de mariage. Alors, je précise, donc je vous ai dit que ça concerne les couples qui se sont mariés entre le 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019. Donc, ça ne concerne pas les couples qui se sont mariés avant, ni les couples qui se sont mariés après. Là, c'est un peu plus facile, on n'a pas cette règle. Si on ne fait pas de contrat de mariage, on est soumis au régime légal du pays dans lequel on a fixé sa première résidence habituelle après le mariage. Ça veut dire qu'on a vraiment habité en France juste après le mariage. Ce n'est pas juste on était aux États-Unis, on est revenu en France pour se marier en famille, on retourne aux États-Unis. La résidence là habituelle, c'est celle des États-Unis. Ces règles complexes doivent être donc envisagées en amont, surtout si vous êtes dans un cas de couple où vous savez que vous allez vous expatrier. Ça permet de sécuriser votre régime matrimonial. Ça permet aussi de sécuriser la compétence des juridictions françaises, puisque dans votre contrat de mariage, vous pouvez prévoir de déterminer dès à présent que ce sera le juge français qui statuera sur votre divorce. Ça permet aussi de dire que la loi applicable au prononcé du divorce, vous comprendrez un peu plus tard quand on vous expliquera plus en détail, ce sera la loi française. Donc le contrat de mariage, outre gérer, de savoir comment vous allez gérer vos biens, permet aussi de vous sécuriser tout au long de vos expatriations. Et je fais une petite précision, le contrat de mariage, pour notamment ceux qui s'expatrient aux États-Unis, comme ceux qui vont aussi en Allemagne ou en Suisse, est très intéressant pour les dispositions relatives à la retraite, puisqu'on a vraiment des dispositions particulières dans ces pays-là. Alors, la question qui se pose, c'est, on parle de contrat de mariage, à quel moment peut-on conclure un contrat de mariage? Donc, en général, tout le monde le fait et tout le monde le sait, on le conclut avant la célébration du mariage. Mais vous pouvez aussi le conclure pendant le mariage. Si votre régime matrimonial est soumis à la loi française et que vous souhaitez vous assurer qu'il le reste, ou que votre régime matrimonial est soumis à la loi américaine et que vous souhaitez justement changer de régime matrimonial et le soumettre à la loi française, vous pouvez passer un contrat de mariage devant un notaire français ou, à défaut de contrat, confirmer que la loi applicable à votre régime matrimonial est la loi française dans une déclaration faite devant un notaire français. Alors, comment ça se passe sur les contrats de mariage à l'étranger? Il est possible de conclure un contrat de mariage à l'étranger chez un notaire ou un avocat local selon les pays. Certains pays ne reconnaissent pas le métier en soi de notaire comme nous on le connaît. C'est le cas par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, les contrats de mariage, ça dépend encore une fois des États. Par exemple, à New York, soit ça peut être homologué par un juge, soit vous pouvez le faire devant témoin ou devant un notaire public. Donc, mais si vous souhaitez divorcer en France, c'est quand même mieux, préférable de faire un contrat de mariage en France. Si vous ne pouvez pas vous déplacer en France, vous pourrez quand même conclure un contrat de mariage à distance par le biais d'une procuration authentique. Les documents et les pièces relatives au dossier seront échangés et mis à disposition via une plateforme numérique sécurisée et le rendez-vous de signature se déroulera en visioconférence. On l'a déjà fait. Le notaire, il effectuera exactement les mêmes diligences que dans le cas d'une réception à l'étude traditionnelle. Ceci étant, je passe la parole à Céline pour qu'on se concentre désormais sur la désunion. Alors, juste avant je pensais à une chose en écoutant Marie-Lou qui peut être importante pour vous de savoir, et c'est ce qu'on fait très souvent pour des clients qui vivent déjà à l'étranger ou qui envisagent de se marier, de vivre à l'étranger, c'est que votre contrat de mariage doit recueillir des formes internationales pour pouvoir circuler. Et il est important de savoir que chacun des époux doit avoir son propre avocat
pour être conseillé, faire un disclosure de l'ensemble de ses assets pour qu'il n'y ait pas de contestation plus tard et que ce contrat soit traduit dans la langue maternelle de chacun des époux et que les avocats assistent au rendez-vous de signature. Donc ça, c'est indispensable. Ce n'est pas un contrat de mariage que l'on prend uniquement chez un notaire. Il y a des formes qui sont indispensables pour qu'on soit sûr qu'il puisse y avoir une reconnaissance. Cela étant dit, on a effectivement certains États aux États-Unis qui nécessitent que les deux époux soient représentés par un avocat. Il y en a d'autres qui ne le nécessitent pas. Nous, c'est vrai qu'on prend le maximum de précautions pour qu'il n'y ait aucune difficulté, peu importe là où vous allez vous expatrier. Voilà, alors passons à la deuxième partie, au divorce des expatriés aux États-Unis. Alors, quelles sont les grandes spécificités à connaître? Selon le droit français, il existe grosso modo 4 cas de divorce. D'un côté, un divorce non judiciaire qui est notre divorce français par consentement mutuel, et de l'autre, 3 divorces judiciaires, le divorce pour faute, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Sur le divorce non judiciaire, c'est notre divorce sans juge instauré par la loi depuis le 1er janvier 2017. On peut divorcer en France par acte d'avocat déposé au rang des minutes d'un notaire sans avoir d'homologation par un juge aux affaires familiales. Pour ce faire, chacun des époux doit avoir son propre avocat. Il n'y a plus d'avocat commun. Des échanges ont lieu entre avocats pour négocier un accord global qui va régler les conséquences du divorce à la fois entre les époux et vis-à-vis de leurs éventuels enfants. Cette convention de divorce va être signée en présentiel, ce qui signifie que si vous êtes des époux qui vivent aux États-Unis, vous devez impérativement vous déplacer physiquement pour venir signer votre divorce en France et votre convention de divorce sera déposée au rang des minutes d'un notaire qui vous rendra une attestation de dépôt qui fera la preuve de votre divorce avec la convention et ses annexes. Avec cette convention de divorce et cette attestation, nous pourrons mettre à jour ensuite votre état civil. Alors, les points forts de ce divorce, c'est qu'il peut être rapide, entre 3 à 6 mois, entre le choix d'avocat et la dissolution du mariage. Néanmoins, il n'est pas soumis au calendrier judiciaire, c'est ça qui est très important aussi, mais effectivement, il faut pouvoir se déplacer. Ensuite, comment peut se dérouler justement ce divorce par consentement mutuel pour vous expatriés qui résidez aux États-Unis? Il faut mieux s'adresser à un avocat français spécialisé en droit de la famille parce que vous avez suffisamment de critères qui vous rattachent à la France et que vous désirez divorcer en France, peut-être parce que vous êtes mariés en France, que vous êtes tous les deux de nationalité française ou que l'un de vous deux est de nationalité française, que vous avez un patrimoine immobilier en France. Donc cela justifie, en plus dans le cadre d'un accord, que vous ayez envie de divorcer quand même rapidement par consentement mutuel. La seule chose, c'est que chacun des époux doit avoir son propre avocat spécialisé en droit international de la famille. Alors, pourquoi me direz-vous, puisque vous allez divorcer en France? Parce qu'on doit justifier de la compétence du tribunal français si jamais votre divorce était amené devant une juridiction et également de la loi applicable sur tous les éléments de votre divorce. Donc, il est indispensable pour que votre convention de divorce soit tout à fait carrée que l'on ait justifié l'aspect de droit international. La convention de divorce doit impérativement être déposée au rang des minutes d'un notaire en France. On ne peut pas le faire dans les consulats. Ensuite, quels sont les effets de ce divorce par consentement mutuel français à New York, dans les États de New York, du Massachusetts, Californie et Washington? Globalement, pour que cette convention de divorce circule dans ces États, il faut qu'il y ait justement l'aspect droit international qui ait été rempli en termes de rédaction dans la convention de divorce. Il faut qu'il y ait eu un délai suffisant de discussion entre les parties, que chaque partie ait pu être entendue. Notamment, il faut que les enfants aient signé un formulaire d'audition selon lequel ils disent s'ils souhaitent ou pas être entendus par un juge, parce que sinon on bascule vers un divorce judiciaire. Il faut que l'autorité qui a prononcé ce divorce soit compétente, que ce divorce soit légal dans le pays dans lequel il a été délivré, qu'il soit exempt de fraude et que la reconnaissance de ce divorce ne viole pas l'ordre public. À titre d'exemple, l'État de New York va être très exigeant quant au respect de ces règles, alors qu'en Californie,
on va par exemple plus reconnaître des divorces non judiciaires, notamment quand ce divorce réalisé à l'étranger était conforme au droit étranger. Cela étant dit, on attire toujours l'attention de nos clients sur le fait que la présence d'enfants mineurs ou d'obligations alimentaires échelonnées dans le temps doivent faire l'objet d'une attention particulière en termes de circulation internationale. C'est-à-dire qu'un couple qui divorce, qui n'a pas d'enfants communs et qui n'auront plus aucune obligation alimentaire échelonnée dans le temps, la question principale qui va se poser, c'est celle de pouvoir mettre ensuite à jour leur état civil et de faire acter qu'ils sont bien divorcés. Donc, le problème de la circulation ne se pose pas vraiment. En revanche, s'il y a des enfants mineurs, qu'il y a un droit de visite et d'hébergement qui va être exécuté dans le temps, qu'il y a des pensions alimentaires, il faut vraiment veiller à ce que l'État dans lequel, ou les États d'ailleurs dans lesquels vont résider les parties, vont pouvoir reconnaître ce divorce par consentement mutuel. Donc, je pense que comme on a été déjà assez exhaustif pour les étapes, on va passer le cas pratique qui en fait n'est qu'une redite des étapes que je viens de vous citer sur le fait de prendre un avocat, négocier, rédiger la convention de divorce, déposer au rang des minutes d'un notaire, pour passer à nos préconisations pour qu'on puisse vous donner le plus d'éléments d'information en un temps court. Alors, comme Céline vous le disait, ce divorce par consentement mutuel, malheureusement, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Donc, on a exactement ce qu'elle expliquait, sa reconnaissance et son exécution. Donc là, c'est quelque chose à faire au cas par cas. Et le deuxième point, c'est qu'on va avoir un rendez-vous de signature où les deux époux et leurs avocats vont devoir être présents. Donc, si vous êtes aux États-Unis, ça veut dire que vous allez devoir vous déplacer en France ou nous pourrons aussi nous déplacer aux États-Unis. Il faut vraiment que les deux époux et les deux avocats soient présents au même endroit au même moment, ce qui peut poser difficulté. Dans ces cas-là, on vous conseille de passer par un divorce judiciaire dont les délais ont été raccourcis suite à l'entrée en vigueur de notre nouvelle loi au 1er janvier 2021. Et je vais vous faire un petit cas pratique assez rapidement. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de redivorcer Brad et Angelina, excusez-moi. Donc Brad et Angelina sont mariés depuis plusieurs années. Ils ont des enfants. Ils se sont tout à fait mis d'accord. Alors, soit en amont, avec vient me voir, ou nous, on arrive, on discute avec les avocats pour chercher des points d'accord. Ils se sont mis d'accord sur le fait que l'épouse aura la résidence principale des enfants et que lui aura un droit de visite et d'hébergement qui est, par exemple, du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances. Ils se sont aussi mis d'accord pour le fait que Brad versera à Angelina $800 par mois pour les enfants et aussi qu'il lui versera une prestation compensatoire qu'il ne pourra pas verser en une seule fois parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, il va devoir la verser en 2 fois. Quand on est face à ce genre de situation, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si jamais Brad décide de ne pas payer sa pension alimentaire ou qu'il y a une difficulté avec les enfants ou qu'il ne paye pas toute la prestation compensatoire, là, le divorce par consentement mutuel, c'est un peu plus complexe. Donc, on passe par le divorce judiciaire, c'est-à-dire que les avocats vont rédiger les actes et ils vont déposer une requête conjointe devant le tribunal. Et l'avantage de cette requête conjointe, c'est qu'il y aura une audience à laquelle les époux, vu qu'ils sont à l'étranger, n'auront pas besoin d'être présents. Et on aura ensuite un jugement qui sera beaucoup plus facilement reconnu à l'étranger. Donc, on est face à un système qui est beaucoup plus sécurisant. Donc, sur les différents types de divorce judiciaire, on a une réforme en 2021 qui a simplifié, accéléré la procédure de divorce. Depuis, auparavant, en fait, on avait une procédure qui était en 2 temps qui pouvait durer plusieurs années, avec d'abord une phase de conciliation jusqu'à l'audience de tentative de conciliation qui était une procédure orale, et dans un second temps, on passait à une procédure au fond, une procédure écrite qui démarrait par une assignation en divorce, dont l'objectif était de régler les conséquences définitives du divorce à la fois entre les époux et sur les enfants, et qui s'achevait par un jugement de divorce. Aujourd'hui, on a simplifié en une seule phase la procédure de divorce. Donc d'abord, aujourd'hui, la procédure de divorce démarre par un seul acte d'introductif d'instance qui va donc saisir le juge et dans lequel on va à la fois demander la fixation des mesures provisoires et on va demander au juge d'orienter le dossier pour avoir un calendrier procédural. L'idée étant au fond de désengorger les tribunaux et de permettre aux époux d'avoir un jugement de divorce
plus rapidement et d'éviter les contentieux trop longs. Donc, on a 3 types de divorces judiciaires qui sont prévus aujourd'hui par le Code civil français. Le divorce pour faute, qui est de plus en plus rare parce que long et inutile, parce qu'en gros, la faute ne rapporte pas d'argent. Donc, on le déconseille de plus en plus, en tout cas en France, à nos futurs divorcés. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Auparavant, pour assigner en divorce sur ce fondement, il fallait un délai de séparation de 2 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de délai, puisqu'en fait, le délai a été non seulement raccourci à 1 an, mais en plus, il est examiné par le juge, non pas au moment où on introduit l'instance, mais au moment où le juge rend sa décision. Finalement, la procédure durant globalement 1 an, il n'y a plus de délai. Donc, on peut unilatéralement aussi divorcer sur ce fondement. Et enfin, le divorce pour acceptation du principe de la rupture, dans les hypothèses où les 2 époux sont d'accord sur le principe de divorcer, mais n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'ensemble des mesures définitives sur leur divorce. Alors ensuite, Marie-Lou va vous expliquer quel est tout l'intérêt de l'avocat en droit de la famille international, puisqu'il doit être capable de vous expliquer les règles de juridiction et de loi applicables au divorce contentieux. Par exemple, si vous êtes un époux français marié avec un époux américain et que vous vivez aux États-Unis et que vous avez des enfants, il y a toute une série de questions auxquelles il faut répondre en amont de votre procédure de divorce. Alors, effectivement, on a plusieurs textes juridiques. Donc, on a le droit national, nous, on a le droit communautaire, on a des conventions bilatérales, internationales. Donc, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, surtout pour des non-juristes, d'où la nécessité de se faire assister, comme je sais, par un avocat compétent qui va pouvoir, en amont de votre dossier, se poser toutes les questions. Puisque ce n'est pas parce que vous êtes français que le juge français sera compétent sur tous les aspects de votre divorce. Dans un contexte international, il y a toujours 2 questions à se poser. La première question, c'est quelle est la juridiction compétente? Est-ce que je vais pouvoir faire traiter tout mon dossier par un juge français? Et la deuxième question, c'est quelle loi va s'appliquer et que le juge va devoir appliquer. Donc, il faut imaginer le divorce comme une commode. Donc, on aura d'un côté 3 tiroirs qui correspondent aux conséquences du divorce relatives aux époux. Donc, on a le premier tiroir sur les causes du divorce. On a le deuxième tiroir sur les obligations alimentaires entre les époux. Et le troisième tiroir sur la liquidation de leur régime matrimonial. C'est-à-dire, par exemple, que le juge français pourrait être compétent pour prononcer le divorce, mais il ne sera peut-être pas compétent pour statuer sur la prestation compensatoire. Peut-être que cette compétence sera au juge américain. Et de l'autre côté de cette commode, nous avons 2 autres tiroirs qui correspondent aux conséquences vis-à-vis des enfants. Le premier tiroir, c'est la responsabilité parentale. Ça concerne l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement. Et ensuite, le deuxième tiroir, c'est les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants, ce qu'on appelle plus communément la pension alimentaire. Chaque tiroir ne peut s'ouvrir que si l'on trouve le code du cadenas qui a 2 chiffres. Donc, le premier chiffre correspond à la juridiction compétente et le deuxième chiffre correspond à la loi applicable. Avant de saisir le juge de tel ou tel pays, il est indispensable de vérifier la compétence du juge et de connaître les conséquences des différentes lois applicables afin de s'orienter vers la juridiction la plus protectrice de vos intérêts. C'est ce qu'on appelle le forum shopping, histoire d'éviter d'ouvrir un tiroir contenant une très mauvaise surprise s'il n'y a pas eu tout ce travail qui a été effectué en amont. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, c'est sur la loi applicable au prononcé du divorce. Donc, si c'est la loi française, Céline vous a expliqué les 4 cas de divorce, les 3 cas de divorce judiciaire en France. On a le divorce pour faute, on a le divorce pour altération du lien conjugal, on a le divorce accepté. Pour les États-Unis, le juge, la difficulté, entre guillemets, aux États-Unis, c'est que la loi relative au prononcé du divorce dépend de chaque État. Donc, ça veut dire que l'État, si vous êtes, par exemple, dans l'État de Washington, le divorce pour faute n'existe pas, alors qu'il existe dans d'autres pays. Depuis 2010, tous les États américains ont un divorce sans faute. Avant, ce n'était pas le cas. Dans certains États, et c'était le cas de New York, qui a été le dernier à abolir ça en 2010, il n'existait que le divorce pour faute. Donc, il faut vraiment examiner chaque État au fur et à mesure. On a certains États qui reconnaissent certaines fautes. Par exemple, dans l'État de New York, si votre époux est emprisonné 3 ans, vous pouvez divorcer. Par contre, dans le Massachusetts, il faut qu'il ait été condamné à une peine de plus de 5 ans. Donc, c'est vraiment un examen à faire au fur et à mesure du dossier pour savoir tout au moment ce qu'il en est.
Alors, quelle est la loi qui appliquera le juge français si les époux n'ont pas signé une convention de loi applicable? Puisque dans un cadre amiable, on peut signer une convention de loi applicable pour décider que ça soit la loi française qui s'applique. Si les époux résident toujours ensemble, aux États-Unis, ça sera la loi de l'État américain de la résidence des époux. Si, par contre, les époux résident séparément depuis moins d'1 an et que l'un des deux réside encore dans l'État américain, ça sera la loi de l'État américain de la dernière résidence des époux. C'est-à-dire que si vous résidiez tous les deux dans l'État de New York et que vous êtes séparés depuis moins d'1 an, qu'il y en a un qui est parti en France, au Massachusetts, au Costa Rica, ça sera la loi de l'État de New York qui s'appliquera. En revanche, si les époux résident séparément depuis plus d'1 an, ou alors s'ils résident séparément depuis moins d'1 an, mais qu'ils ont tous les deux quitté le même État, donc dans l'exemple l'État de New York, ça sera la loi de la nationalité commune des époux. Donc si vous êtes deux Français et que vous êtes séparés depuis plus d'1 an, vous résidiez à New York, peu importe où vous ayez déménagé, ça sera la loi de la nationalité commune des époux. Si vous n'avez pas la nationalité commune, ça sera la loi française, puisque vous serez devant le juge français. Donc cette question va vraiment se poser en amont. C'est pour ça qu'on voulait, comme ça, vous voyez exactement les différentes difficultés qui peuvent se poser et toutes les questions que l'on a à se poser. Alors, sur le divorce judiciaire, on vous rappelle donc qu'il y a 2 avantages considérables dans un contexte international. C'est qu'il est possible de divorcer à distance sans avoir besoin de vous déplacer puisque vous êtes représenté par vos avocats et que vous disposerez d'un jugement qui sera reconnu et exécutoire à l'étranger. Alors, on est très, très pressé par le temps, mais ce qu'il faut savoir en termes de reconnaissance d'un jugement de divorce français dans les États qui nous concerne aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de traité relatif à la reconnaissance des divorces entre la France et les États-Unis, mais il y a une doctrine qui prévoit que les États-Unis vont pouvoir reconnaître le divorce qui a été rendu à l'étranger si les parties ont pu vraiment prendre connaissance de la procédure et qu'elles ont été entendues au cours de cette procédure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une procédure contradictoire. De la même façon, en matière d'obligations alimentaires, il existe en revanche des textes qui permettent, entre la France et les États-Unis, de reconnaître des décisions. Les États-Unis ont également ratifié la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement des pensions alimentaires. En matière de garde d'enfants, de la même façon, il y a un texte américain qui prévoit qu'on peut reconnaître et exécuter les décisions prises dans un autre État sur le droit de visite sur un enfant mineur. En tout état de cause, il faudra saisir le juge de l'État fédéral concerné de reconnaissance du jugement de divorce français. Donc, pour passer à nos préconisations, les divorces judiciaires vont certes être plus longs que le divorce par consentement mutuel sans juge, mais il sera quand même préférable de se tourner vers ce type de divorce, et même si on est d'ailleurs d'accord sur tout, puisque finalement, on va avoir de la même façon que dans un divorce par consentement mutuel, un accord global sur les effets du divorce, mais simplement on va le judiciariser pour être sûr de sa circulation. Et ce d'autant que si vous savez que vous allez être expatrié dans tel ou tel État aux États-Unis dans les 3 prochaines années, vous ne savez pas forcément si dans 10 ans, vous vivrez dans un autre pays du monde. Je vais passer sur notre cas pratique qui sera également une redite et on n'a pas le temps d'étudier toutes ces illustrations aujourd'hui. Pour passer à notre dernière partie dans un temps record sur la retraite et le trust, étant précisé que si vous avez des questions très techniques sur ces problématiques qui relèvent des avocats fiscalistes ou droit de la famille aux États-Unis, il vaut mieux vous tourner vers eux. On vous expose quelques grands principes, mais il n'y a pas de règles aujourd'hui spécifiques à chaque État qui vont être étudiées. Alors, donc, sur la retraite. La retraite, c'est un sujet très important puisque lors d'un divorce, les époux peuvent avoir plus de 50 ans et avoir accumulé une pension de retraite importante. En France, pourquoi on parle de ça? Parce qu'en France, en général, on ne partage pas sa pension de retraite. En tout cas, celle issue du régime obligatoire. En revanche, si vous êtes dans le régime légal de communauté, vous allez pouvoir revendiquer une partie des cotisations que l'autre a mises sur son contrat de retraite s'il les a mis volontairement avec son salaire. Ce n'est pas le cas sur les autres régimes matrimoniaux. Ce n'est pas le cas sur le régime de séparation de biens.
Sur le système des prévoyances américain, c'est écrit sur le PowerPoint, vous avez, comme à peu près dans tous les pays, une prévoyance étatique avec une retraite de base et une prévoyance toujours optionnelle sur laquelle vous pouvez cotiser. Donc, soit aux États-Unis, soit c'est l'employeur qui cotise pour vous dans le commun d'accord, soit vous versez volontairement ces sommes. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? Donc, les États ont des règles différentes concernant la propriété des biens acquis avant ou pendant le mariage. C'est ce que vous a expliqué Céline. Et par exemple, à New York, là on est sur un régime d'equitable distribution, les fonds de pension des époux seront divisés équitablement à défaut de contrat de mariage. Mais dans d'autres États, par exemple en Californie, dans l'État de Community Property, les fonds de pension des époux seront divisés par moitié. Alors bien sûr, je vous rassure, ce sera les fonds de pension qui ont été acquis pendant le mariage. C'est-à-dire que si vous avez 50 ans et que vous avez 2 ans de mariage, vous ne diviserez pas vos 30 années de travail qui vont accumuler votre retraite, vous diviserez que sur les 2 dernières années. Bien sûr, un accord peut toujours être conclu dans ce cas-là. L'époux qui se voit attribuer une partie du fonds de pension de son conjoint aura plusieurs choix. Soit il peut récupérer les sommes sur son propre fonds, soit il peut attendre que son conjoint, futur ex-époux, soit à la retraite. Il peut retirer une partie des sommes, en déplacer d'autres ou récupérer toutes les sommes. Alors, qu'est-ce qui se passe, et c'est la question la plus importante, si les époux concluent un contrat de mariage français? Outre la question de la validité et de la reconnaissance de ce contrat, par les tribunaux américains, les tribunaux regarderont si l'intention des époux d'écarter le régime spécifique des fonds de pension est clairement exprimée dans le contrat de mariage, même s'il s'agit d'un régime de séparation de biens. C'est-à-dire que même si vous avez conclu un contrat de mariage français classique de séparation de biens, si vous n'avez pas exprimé que les pensions de retraite ne seront pas partagées, c'est possible que vous ayez des tribunaux américains qui décident tout de même de les partager. Donc là, c'est très important là-dessus. On revient sur la nécessité de faire un contrat de mariage international, de consulter un avocat en droit national pour anticiper toutes ces problématiques. Et il est toujours possible d'écarter des droits sur des fonds de pension dans le cas du divorce. On peut le faire dans le cas d'un accord. Il y a des formalités, encore une fois, à respecter. Et ça, c'est fait avec un avocat américain en concertation pour que tout soit bien carré. Ensuite, autre spécificité aux États-Unis, il s'agit du trust, qui est un acte juridique par lequel une personne morale ou physique va transférer des actifs à une autre personne qui aura la responsabilité de leur gestion au nom et pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires qui peuvent être par exemple le conjoint, des enfants ou des associations. Autrement dit, le trust, ça va être un mécanisme juridique en vertu duquel le trustee, c'est-à-dire votre personne de confiance, va acquérir la propriété de certains biens pour les gérer pour le compte d'un bénéficiaire. Alors, pourquoi existent aux États-Unis ces trusts? Parce qu'ils sont utilisés à des fins d'organisation patrimoniale et d'anticipation successorale. Il peut être révocable ou irrévocable. Un Revocable Living Trust est surtout utilisé pour transmettre son patrimoine à ses héritiers et pour aussi éviter le frottement fiscal. Ce trust qui est régulièrement utilisé aux États-Unis va produire ses effets en France sous réserve de respecter l'ordre public international français, c'est-à-dire notamment en termes de succession, le respect de la réserve héréditaire, puisqu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Donc, il y a une quote-part qui reste celle des héritiers, de la réserve héréditaire, et une autre part qui est la quotité disponible. Au moment de la liquidation du régime matrimonial, il est possible qu'un des époux ait inséré un bien dans un trust avant le mariage, et c'est dans cette hypothèse où il n'y aura pas de difficulté, parce que très clairement, ce bien va rester forcément un trust. Il est possible que les époux aient à deux, et on le voit dans nos dossiers parfois de procédures de divorce de Français qui vivent aux États-Unis, ils peuvent avoir créé à deux un living trust révocable qui va être réversible au moment du divorce. Et dans ces cas-là, les biens vont être partagés en amont. En cas de trust et de divorce en France, on vous conseille d'avoir les conseils de votre avocat américain spécialisé en droit de la famille et également d'un avocat français spécialisé sur le droit international de la famille côté France. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention aujourd'hui sur ce webinaire et on a essayé de balayer beaucoup de questions techniques rapidement. Donc, j'imagine qu'on n'a absolument pas
pu vous satisfaire sur toutes les questions que vous avez. Donc, c'est le moment, on a quelques minutes pour un temps de questions-réponses. Si vous souhaitez nous écrire par le chat vos interrogations et dans la mesure de nos possibilités d'y répondre, n'hésitez pas. On a encore quelques instants. Donc on attend de voir vos questions. Alors, Marie-Julie nous demande si on doit se déplacer physiquement pour pouvoir signer une convention de divorce par consentement mutuel. Alors, oui, le Code civil français nous impose de vérifier l'état civil, l'identité de la personne qu'on divorce, donc vous devez impérativement être présent. Alors, autre question à laquelle Marie-Lou va répondre, quand peut-on conclure un contrat de mariage? Alors, avant le mariage, mais aussi pendant le mariage. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui est généralement fait avant, mais on peut tout à fait le faire pendant le mariage si on ne l'a pas fait avant pour sécuriser. Et peut-être face à tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous allez peut-être avoir envie de conclure un contrat de mariage pour tout sécuriser. Alors ensuite, une question qui concerne un divorce français réalisé aux États-Unis par un juge américain. Donc, j'imagine un divorce de deux époux français qui vivent aux États-Unis et qui ont été divorcés par un avocat américain. Est-ce qu'il est valable en France? Oui, il peut être reconnu en France et puis la transcription de l'état civil français ne posera pas de difficulté. Il y aura une petite procédure à faire. Le juge français va faire comme l'aurait fait le juge américain, vérifier que vous avez tous les deux été informés de la procédure, que vous avez pu être assistés, qu'il y a eu un certain délai. Donc, c'est un peu des formalités de voir que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de fraude. Comment faire reconnaître un divorce réalisé aux États-Unis par la France? C'est ça. Voilà. C'est une procédure qu'on appelle en exéquatur. Donc, il y a juste ces petites formalités à vérifier, mais par rapport aux États-Unis, il n'y a pas de… En général, il n'y a pas de difficulté pour les États-Unis. C'est plus pour certains pays où on peut se poser la question. Alors, si on change d'État, d'un État à l'autre au sein des États-Unis, un couple se marie sans contrat en Californie, mais part vivre au Massachusetts. Le statut reste-t-il le même de community property ou est-ce que on bascule vers la common law? Alors, ce qu'on vous a expliqué pendant la présentation, c'était la mutabilité automatique au bout d'un certain temps. Donc, ça va dépendre de la date du mariage et du nombre d'années au cours desquelles les époux vont résider dans chaque État. Si j'ai bien compris, autre question, en l'absence d'un contrat de mariage, c'est la loi de pays de résidence après le mariage qui s'applique? Exactement. C'est le lieu de la première résidence habituelle immédiatement après le mariage. C'est tout à fait ça. Alors, quelle est la première chose à faire quand une Française voudrait se marier à un Américain dans l'État de New York? Alors, elle doit appeler un avocat français en droit de la famille pour pouvoir anticiper les questions liées au régime matrimonial. Chaque époux, même l'époux américain, peut avoir un avocat français pour conclure un contrat de mariage international en France ou alors faire un prenup aux États-Unis. Oui, et vérifier par rapport à avoir, je pense quand même consulter un avocat français, puisque dans les contrats de mariage aux États-Unis, on peut mettre des clauses qui ne seront pas reconnues par droit français. Par exemple, vous pouvez renoncer à percevoir une prestation compensatoire en avance dans certains États aux États-Unis. En France, jamais le juge validera cette partie-là. Donc, il faut aussi vous faire conseiller, si jamais un jour vous divorcez en France, de savoir quelles seront les conséquences de votre contrat de mariage en France. Alors, autre question, peut-on se marier en droit français si l'on est actuellement résident US en couple avec une personne américaine ou la seule option est-elle le contrat de mariage américain? Alors, peut-on se marier en droit français? Déjà, c'est pas la question, c'est pas de se marier en droit français, c'est après de divorcer en droit français. C'est-à-dire que le contrat de mariage, il prévoit la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire la loi qui va s'appliquer à la liquidation du régime matrimonial. Nous, on a beaucoup ce cas de figure d'une Française mariée qui est sur le point de se marier avec un Américain et qui vient en France pour conclure un contrat de mariage international qui soit reconnu aux États-Unis. Donc oui, on peut tout à fait le faire, quitte à d'ailleurs faire une comparaison entre le régime matrimonial américain de l'État de résidence et celui de la France. Alors, quelle est la différence entre un contrat de mariage réalisé avant ou après le mariage? Alors, un contrat de mariage réalisé avant, donc pourra gérer tout votre régime matrimonial pendant le mariage. Si vous en faites un pendant le mariage, ça dépend déjà, est-ce que vous le changez? Est-ce que vous en aviez déjà fait un et que vous le changez parce que vous changez de régime matrimonial?
Et si vous le faites après, la question c'est que vous aurez un premier régime matrimonial qui sera le régime matrimonial légal, puisque vous n'avez pas conclu le contrat de mariage. Et ensuite, vous aurez donc un second régime matrimonial en cours de mariage à compter de la signature, qui sera votre second régime matrimonial. Vous aurez deux types de régimes pendant le mariage, et ça dépend duquel vers l'autre vous basculez. Alors, vous êtes tous les deux Français résidant aux États-Unis. Doit-on obligatoirement divorcer aux États-Unis? Pas du tout. Vous avez deux possibilités. Étant tous les deux Français, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire de Paris. Étant tous les deux Français, vous pouvez saisir le juge du divorce aux États-Unis. Point très important à savoir, c'est que vous devez étudier les droits des différents États pour voir quel est votre meilleur intérêt pour divorcer soit en France, soit aux États-Unis. Parce que quand on est deux Français et qu'on vit aux États-Unis, on peut toujours, sur le fondement du règlement Bruxelles de bis, de terre, saisir le tribunal français sur le fondement de la nationalité française commune ou saisir l'état de votre résidence habituelle. Il faut voir quel est votre meilleur intérêt et il faut aussi que vous ayez en tête que les coûts de justice aux États-Unis sont extrêmement élevés, bien plus qu'en France. Donc, parfois, en fonction des enjeux de votre dossier, c'est aussi intéressant de savoir à combien vous êtes prêt à mettre dans votre procédure de divorce. On a toujours cette question de est-ce que votre contrat de mariage sera reconnu aux États-Unis? Si vous avez un vieux contrat de mariage qui a été fait dans les années 80, est-ce que vous êtes mis d'accord pour une séparation de biens? Est-ce que vous allez être dans un État où le juge américain va dire « Ah non, c'est une communauté ». Donc, à partir de là, tout ce que vous pensiez, vos salaires qui étaient à vous, bah, finalement, vous partagez tout en deux. Donc, c'est assez important. En fait, c'est très simple. Si vous n'aviez pas chacun votre avocat au moment du contrat de mariage et que vous allez aller voir un notaire lambda pour avoir un contrat de mariage classique, très clairement, votre contrat, il ne va pas être reconnu aux États-Unis, et notamment parce que vous n'aurez pas fait ce qu'on appelle un disclosure, c'est-à-dire qu'avant de conclure votre contrat de mariage, vous n'aurez pas fait un état des lieux signé de votre patrimoine immobilier et mobilier. Il y a eu beaucoup de questions plutôt vers le bas. Comment faire reconnaître un mariage fait en Californie, en France? Mon épouse n'a pas la nationalité française. Alors, normalement, c'est une question de transcription de votre mariage sur l'état civil. Je ne pense pas que ça puisse poser beaucoup de difficultés, mais vérifiez ça auprès d'un avocat américain. Pour faire reconnaître en France. Alors non, tout simplement, il faut vous rapprocher de l'ambassade qui, eux, vont le transcrire sur l'état civil français. Parce que vous avez une partie de l'état civil français, donc vous aurez une copie intégrale d'un acte de mariage qui sera établi par l'ambassade, et ensuite, ça sera transmis à votre mairie de naissance, puisque en France, les mariages et les divorces apparaissent sur les actes de naissance. Alors, dans le cas d'un divorce par consentement, non, sans consentement mutuel et contrat français, donc divorce judiciaire, contentieux et contrat de mariage français. Si le conjoint qui a le revenu familial, c'est-à-dire les revenus, qui a les revenus des fruits de son travail, refuse de fournir les pièces justificatives de son revenu, est-ce que l'avocat français peut intervenir? Alors, si votre procédure est aux États-Unis, on ne précise pas, le juge américain a des pouvoirs très étendus pour forcer l'autre, pour l'enjoindre à ne pas être opaque et transmettre les éléments de son revenu. En France, le juge a moins de pouvoir, mais l'avocat de madame peut faire des sommations de communiqué à l'avocat adverse pour demander la transmission des pièces, et à défaut, le juge tirera toutes les conséquences de l'opacité entretenue par le conjoint qui a les revenus. Ensuite, toutes les autres questions, et je pense qu'on est quasiment sur la dernière, tous les éléments balayés concernent uniquement les expatriés ou est-ce qu'ils s'adressent également aux Français résidents permanents? Alors, ils s'adressent de la même façon aux Français résidents permanents. Voilà, je pense qu'on a essayé d'être exhaustif, de ne pas oublier, de ne pas passer à côté de vos questions. Donc, écoutez, nous vous remercions pour toutes vos questions et votre participation. Vous pourrez avoir le replay de ce webinaire qui vous sera adressé par mail dans les prochaines 24 heures. Vous avez également sur le slide affiché nos adresses email et le numéro de téléphone du cabinet pour pouvoir nous joindre et nous demander des conseils, éventuellement des consultations, ou vous orienter également vers des avocats américains. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.